Lors d'un dîner de famille, ma belle-mère a déclaré « Les familles partagent l'argent ». Cette nuit-là, ma banque a signalé un accès non autorisé à mon compte. J'en avais fini d'être poli. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, à travers la table de la cuisine. Et j'ai prononcé ce que je retenais depuis des années. Si j'entends encore une seule phrase de ta femme concernant mon argent, il n'y aura plus de gentilles discussions. Je lui expliquerai personnellement quelle est sa place. Et pourquoi mon argent n'est pas le sien. La pièce est devenue silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait. La tasse de café de ma belle-mère s'était figée, à mi-chemin de ses lèvres. Mon père m'a jeté un regard, comme s'il ne reconnaissait plus sa propre fille. C'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai grandi en croyant que les familles se brisaient à force de cris, de portes claquées. Et de disputes hurlantes, dont les voisins faisaient des commérages. Je ne réalisais pas qu'elles pouvaient se briser lentement, un sourire poli à la fois. Par une remarque délicate, glissée sous la table, comme un couteau. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Le cancer est rapide, agressif, et impitoyable. Au début de l'été, elle s'était plainte d'une douleur sourde sur le côté. À la fin de l'automne, je me tenais devant sa tombe. Dans des chaussures noires empruntées qui me pinçaient les talons. Pendant qu'on me répétait à quel point j'étais forte. Je détestais ce mot. Être forte signifiait que l'on n'avait pas le droit de s'effondrer. Mon père a attendu moins d'1 an, avant de nous présenter Margaret Aye. Elle n'était pas cruelle, du moins pas ouvertement. C'était bien là le problème. Elle souriait trop, chuchotait doucement, et me caressait le bras en me parlant. Comme si nous étions déjà intimes. Elle servait des plats faits maison aux voisins, et du vin lors des dîners mondains. Tout le monde l'aimait bien. Tout le monde affirmait que mon père avait de la chance, d'avoir retrouvé le bonheur. À l'époque, j'avais 18 ans, j'étais assez grande pour comprendre. Mais encore assez jeune pour garder le silence. Quand je suis parti pour ma formation militaire de base, 3 ans plus tard. Mon père m'a serré fort contre lui, et m'a dit à quel point il était fier. Margaret Aye a pleuré juste ce qu'il fallait, pour paraître d'un grand soutien. Sans faire couler son mascara. Nous nous occuperons de tout, ici, a-t-elle expliqué. Je lui ai fait confiance quand elle a ajouté, concentre-toi simplement sur ton avenir. Ou peut-être que j'en avais besoin. L'armée m'a appris la discipline, la patience, et le contrôle. Elle m'a appris à écouter plus qu'à parler, à analyser l'atmosphère d'une pièce. Et à faire preuve de patience. Ces leçons m'ont sauvé plus tard, même si je ne m'en rendais pas compte sur le moment. La première remarque concernant mon argent est survenue, pendant ma 3e année de service. Nous étions en appel vidéo. Margaret Aye était assise à côté de mon père, sur le canapé. Sa main posée légèrement sur son genou, comme si elle avait besoin de rappeler au monde entier. Quelle était sa place? Tu dois bien gagner ta vie, maintenant, a-t-elle fait remarquer, en souriant. Avec ta solde, ton indemnité de logement, et toutes ses primes. J'ai répondu avec un rire, je m'en sors. Eh bien, a-t-elle ajouté, c'est bon de savoir que la famille est à l'abri. Je n'ai pas aimé la façon dont elle a prononcé le mot famille. Les remarques ont continué, toujours présentées comme une inquiétude, et toujours polies. As-tu pensé à planifier sur le long terme? Ne serait-il pas plus simple que ton père t'aide à gérer les choses? Pendant que tu es encore si jeune? L'argent peut être accablant. Mon père hochait doucement la tête, en fuyant mon regard. Quand je suis rentré à la maison en permission, j'ai remarqué quelques changements. Le bureau de ma mère avait été remplacé par une élégante table en verre, qui, selon Margaret Aye, donnait un aspect plus propre à la pièce. Le vieux classeur de ma mère, qui contenait tout, des papiers d'assurance aux cartes d'anniversaire, avait disparu. Quand j'ai posé la question à ce sujet, Margaret Aye a balayé ma remarque d'un geste de la main. Oh, ces vieilles choses? Nous avons fait du tri. Tu n'as pas à t'en soucier. J'ai commencé à m'en soucier, instantanément. Un soir après le dîner, Margaret Aye a apporté le dessert, et a suggéré avec désinvolture. Nous devrions vraiment songer à regrouper nos comptes.
C'est tout simplement plus logique. Pour les familles. J'ai posé ma fourchette. Mes comptes vont très bien. Elle a souri, l'air de rien. Bien sûr, c'était juste une idée. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfant, fixant la petite trace sur le mur. Là où le calendrier de ma mère était autrefois accroché. Je me sentais comme une invitée, dans un endroit qui avait été le mien. Le point de rupture n'est pas venu de cri. Il est arrivé avec des papiers. Pendant mon service, j'ai reçu une notification bancaire, par email. Une alerte de sécurité classique, tentative d'accès, et erreur de vérification. Je me suis figé. À part moi, personne n'avait accès à mes informations. Quand j'ai appelé la banque, ils m'ont demandé si j'avais récemment autorisé quelqu'un à m'aider avec mes finances. Ce n'était pas le cas. Ils ont mentionné une requête, provenant de l'adresse de mon père. C'est à ce moment-là que quelque chose, à l'intérieur de moi, s'est endurci. Je suis rentré chez moi, en permission, 10 jours plus tard. Je n'ai accusé personne. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai observé. Margaret aille parler plus que d'habitude, des factures, des investissements, du coût d'entretien de la maison, et du fait que mon père méritait de se détendre. Après tout ce qu'il avait traversé. Elle a fini par le lâcher. Eh bien, ton argent fait déjà partie de ce foyer. J'ai regardé mon père. Il ne l'a pas corrigé. C'est à cet instant que je me suis levé, que j'ai marché jusqu'à la table. Et que j'ai prononcé les mots qui bouillonnaient dans ma poitrine depuis des années, calmement. Clairement, et sans colère. Si j'entends encore un mot de ta femme au sujet de mon argent, lui ai-je dit. En le fixant dans les yeux. Il n'y aura plus de gentilles discussions. Je lui expliquerai exactement quelle est sa place. Et pourquoi mon argent n'est pas le sien. Est-ce que tu comprends? Le sourire de Margaret Aye a disparu. Le visage de mon père avait perdu ses couleurs. Il a hoché légèrement la tête, mais je savais déjà que la compréhension n'est pas synonyme de respect. Et j'en avais assez, de quémander du respect. Je ne m'attendais pas à ce que les choses changent du jour au lendemain, après cet avertissement. Les gens comme Margaret Aye ne fuient pas, sous prétexte qu'on les confronte. Ils s'adaptent. Ils affichent un sourire plus crispé. Ils attendent une meilleure opportunité. Pendant plusieurs semaines, tout a été calme. Trop calme. Margaret Aye a cessé de parler d'argent, directement. À la place, elle s'est concentrée sur des histoires. De longues et sinueuses discussions sur le stress, les responsabilités. Et sur la difficulté de tout maintenir à flot, pendant mon absence. Elle n'a jamais rien demandé directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle laissait l'insinuation flotter dans l'air, comme l'humidité avant l'orage. Pendant ce temps, mon père s'effaçait. Je l'observais dans sa façon de s'en remettre à elle, lors des discussions. Ou dans sa manière de la regarder, avant même de répondre aux questions les plus basiques. Je le surprenais au milieu d'une phrase, en train de changer de direction. Simplement parce qu'elle bougeait sur sa chaise, ou s'éclaircissait la voix. C'était subtil, mais une fois qu'on le remarquait, on ne pouvait plus l'ignorer. L'armée m'avait appris une chose essentielle. Le contrôle ne s'obtient pas toujours par la force. Le conditionnement en est, bien souvent, la véritable cause. Margaret Aye a de nouveau testé la limite, mais pas à la maison. C'était lors d'une réunion de famille, un de ces longs dîners. Où de lointains parents faisaient leur apparition. En prétendant que nous étions plus proches que nous ne l'étions réellement. Le genre de repas avec trop de nourriture, trop de vin, et juste assez de temps. Pour faire ressurgir de vieilles rancœurs. J'étais assise à table, quand Margaret Aye a ri doucement, et a dit à ma tante, « Eh bien. Avec ses revenus militaires, nous sommes très chanceux. Peu de familles ont ce genre de stabilité. De nos jours. » Ma fourchette s'est arrêtée, à mi-chemin de ma bouche. Je n'ai pas regardé Margaret Aye. J'ai regardé mon père. Il souriait. Elle s'en sort bien. C'était ça. C'était la fissure. Plus tard dans la soirée, je l'ai pris à part.
Nous nous tenions dans le couloir, devant mon ancienne chambre. La porte était fermée. Les bruits de conversation étaient étouffés, derrière nous. J'ai fixé une limite, ai-je dit doucement. Elle l'a franchie. Elle ne faisait que parler, a-t-il répondu, en se massant le front. Tu interprètes trop les choses. Je lis exactement ce qui est là, ai-je expliqué. Et je te demande, pour la seule et unique fois, de t'en occuper. Il a poussé un soupir. Tu ne réalises pas à quel point, les choses sont compliquées. Cette phrase expliquait tout. Le mot « compliqué » indiquait généralement que des excuses avaient déjà été trouvées. Quelques jours plus tard, une nouvelle alerte est arrivée de la banque. Il ne s'agissait pas d'une tentative d'accès. C'était une demande d'information concernant le bénéficiaire. Quelqu'un s'était renseigné sur la procédure pour ajouter un utilisateur autorisé. Je ne les ai pas confrontés. J'ai tout documenté. Les dates, les heures, les relevés, les retours d'informations, les emails et les captures d'écran. J'avais appris, il y a bien longtemps, que les émotions se dissipent. Pas les preuves écrites. Margaret Hay est devenue plus audacieuse après cela, prenant mon silence pour une capitulation. Elle a commencé à formuler ses remarques, sous forme de blagues. Faites attention, disait-elle avec un petit rire, ou elle va nous couper les vivres. Tout le monde a ri. Pas moi. Un soir, elle a tendu à mon père une pile de papier, sur le comptoir de la cuisine. Ce ne sont que des estimations, a-t-elle expliqué, d'un ton agréable. Je me suis dit que nous pourrions examiner les options, tous ensemble. J'ai reconnu le logo, sur la page de garde. Ma banque. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, à écouter la maison respirer, les tuyaux cogner. Et la climatisation s'allumer et s'éteindre. J'ai fixé le plafond, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas de la colère, mais de la lucidité. Le lendemain matin, je suis allé courir avant l'aube. L'air froid me brûlait les poumons, me maintenant stable, et ancré dans la réalité. À chaque foulée, je revivais tout ce que j'avais vu, et tout ce que j'avais évité. Parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Margaret Hay refusait d'aider. Elle voulait le contrôle, et mon père la laissait s'en emparer. À mon retour, Margaret Hay était déjà habillée, et buvait du café au comptoir. Elle m'a souri en me voyant, comme si de rien n'était. Bonjour, a-t-elle lancé. Tu as bien dormi? Très bien, ai-je dit. Elle a penché la tête. Tu es bien silencieuse, ces derniers temps. J'écoute. Son sourire a vacillé, pendant à peine une seconde. Cet après-midi-là, j'ai passé mon premier appel, mais pas à mon père, ni à Margaret Hay. J'ai appelé l'agence d'aide juridique. Je ne leur ai pas donné de nom, au début. J'ai exposé les faits, les hypothèses, et les possibilités. L'agent, à l'autre bout du fil, a écouté attentivement. Avant de poser une question qui m'a noué l'estomac. Avez-vous approuvé quoi que ce soit de tout cela? Non. Alors vous avez raison, d'être inquiète. Inquiète. Pas dramatique, et pas paranoïaque. Validé. Au moment où j'ai raccroché, la forme de ce que je devais accomplir, était devenue évidente. Je n'allais pas me disputer avec Margaret Hay. Je n'allais pas supplier mon père, et je n'allais pas attendre qu'une autre limite soit franchie. J'allais me préparer. Margaret Hay a fait une dernière tentative ce soir-là, doucement, et de manière calculée. Tu sais, a-t-elle ajouté, en posant sa main sur mon bras. Nous faisons tout pour cette famille. J'ai soutenu son regard. Mon argent, non. Sa main est retombée. Elle n'a rien ajouté de plus, mais en m'éloignant, je l'ai ressenti. Le basculement, la certitude que je ne faisais pas que repousser ses avances. Je n'étais plus quelqu'un que l'on pouvait gérer. Et cela la terrifiait plus que n'importe quel discours, car les gens comme Margaret Hay n'ont pas peur de la confrontation. Ils ont peur de perdre leur position de force, dans les négociations. Je n'ai pas découvert la vérité d'un seul coup.
Elle est venue par fragments, de petits objets du quotidien, qui ne devenaient dangereux qu'une fois combinés. Le premier était une lettre, qui ne m'était pas destinée. Elle est arrivée pendant que j'étais de retour à la base, transférée depuis l'adresse de mon père. L'enveloppe avait été ouverte, et grossièrement recollée, avant d'être jetée dans la pile du courrier sortant, comme une arrière-pensée. À l'intérieur, se trouvait une note d'une société de cartes de crédit, remerciant mon père pour sa récente demande, concernant des transferts de soldes et des utilisateurs autorisés. Le nom sur le compte n'était pas le sien. C'était le mien. Je me suis assise au bord de ma couchette, le papier tremblant légèrement dans mes mains. Et j'ai senti cette sensation glaciale, et incomparable, remonter le long de ma colonne vertébrale. Pas de la peur, mais une prise de conscience. Le genre que l'on ressent quand une chose que l'on soupçonnait, sort enfin de l'ombre et vous fixe droit dans les yeux. J'ai rapidement composé le numéro de téléphone, indiqué sur la lettre. La conseillère a parlé calmement, avec professionnalisme et prudence. Elle a confirmé ce que je savais déjà. Quelqu'un avait utilisé mes données personnelles, pour obtenir des options d'accès au compte. Sans succès, ou du moins pas encore, mais de manière délibérée. Y a-t-il une raison pour laquelle quelqu'un croirait pouvoir y parvenir, a-t-elle demandé. Je me suis souvenu de la main de Margaret Aye, sur mon bras. Du silence de mon père. Du mot famille, utilisé comme un laissez-passer. Non, ai-je répondu. Il n'y en a aucune. J'ai tout sécurisé, cet après-midi-là. Nouveau mot de passe, question de sécurité, et code d'accès vocaux. J'ai placé mes comptes sous surveillance accrue. La femme au téléphone m'a guidé à chaque étape, sa voix ferme et encourageante. Vous avez pris la bonne décision en appelant si tôt, a-t-elle ajouté, avant de raccrocher. Tôt. Ce terme est resté gravé dans mon esprit. Car il sous-entendait que quelque chose de pire aurait pu se produire, si je ne l'avais pas fait. L'élément suivant s'est mis en place, lors de mon voyage de retour à la maison. Je cherchais un vieux carnet, dans lequel ma mère avait l'habitude de tenir des listes. Rien de très important, juste quelque chose pour rendre l'endroit moins étranger. J'ai examiné le placard de l'entrée, puis le tiroir sous le téléphone. J'ai finalement ouvert le petit placard, dans le bureau. C'est là que j'ai trouvé le dossier. Il n'était pas caché. C'était une erreur. Il reposait sur l'étagère du milieu. Enfoui entre des guides de la maison et des déclarations d'impôts, étiqueté d'une écriture précise. Planification. À l'intérieur, il y avait des emails imprimés, des brouillons de budget, des prévisions de dette. Et une liste d'actifs, plus précisément de mes actifs. Mon nom apparaissait à plusieurs reprises. Proprement imprimé en haut de page que je n'avais jamais vu auparavant. Des notes, dans les marges, mentionnaient des transferts temporaires, un usage familial. Et une consolidation éventuelle. Ma gorge est devenue sèche. Je me tenais là, le dossier ouvert, écoutant le bruit de Margaret Aye s'affairant dans la cuisine. Les assiettes qui s'entrechoquaient, l'eau qui coulait. La musique quotidienne d'une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Une seule page m'a réduite au silence. Une note manuscrite, pliée et glissée derrière une feuille de calcul. Elle disait. Elle ne dira pas non pour toujours. Quand elle comprendra ce que sont les responsabilités, elle verra que c'est mieux ainsi. Il n'y avait aucune signature. Il n'y en avait pas besoin. J'ai soigneusement refermé le dossier, je l'ai remis à sa place. Et je suis sorti doucement du bureau. Mes mains étaient stables, mais mon cœur ne l'était pas. Margaret Aye a discuté de l'augmentation des coûts, de l'inflation et de l'imprévisibilité de l'avenir, pendant le dîner ce soir-là. Elle parlait avec la cadence bien rodée, de quelqu'un qui prépare le terrain. Sans demander la permission. Mon père acquiesçait. Je les ai observés tous les deux, me souvenant de toutes ces années. Où j'avais défendu son immobilisme et sa gentillesse. Combien de fois m'étais-je convaincu qu'il était simplement fatigué, en deuil. Ou qu'il essayait de maintenir la paix. La paix, je le découvrais, coûtait cher, et c'était à moi que l'on demandait de payer la facture.
Plus tard dans la soirée, mon père a frappé à la porte. Il se tenait là, maladroitement, les mains dans les poches, les yeux fatigués. Ta belle-mère a mentionné que tu semblais distante, m'a-t-il dit. Je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai trouvé le dossier, ai-je dit. Il s'est tendu. Tu as fouillé dans nos affaires. J'ai reconnu mon propre nom, ai-je expliqué. Faisant référence à des arrangements que je n'avais pas conclus. Il a respiré lentement. Elle pensait simplement à l'avenir. Pour qui? Elle s'inquiète pour la maison. Pour nous. Et qu'en est-il de moi? Il a détourné le regard. C'était ma réponse. Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit. Et je me suis autorisé à ressentir les choses. Pas de la fureur, pas du chagrin, juste une douleur sourde, née de la lucidité. La prise de conscience que mon père n'était pas manipulé. Il était complice. Le lendemain matin, j'ai appelé le service des fraudes. Cette fois, je n'ai pas utilisé d'hypothèse. J'ai décrit les lettres, les questions, les documents, les notes manuscrites et les adresses. Le ton, à l'autre bout du fil, a changé immédiatement. Ne les confrontez pas, a dit l'agent. Continuez à documenter. Nous allons ouvrir un dossier. Un dossier. Cela semblait un peu impersonnel, mais cela avait du poids. Au moment où je suis retourné à la base, j'avais mis en place un système. J'ai scanné tous les documents que j'avais trouvés. J'ai photographié les notes manuscrites. J'ai conservé les emails, et documenté les conversations, en incluant les dates, les heures. Et les formulations exactes. J'ai stocké des copies, dans 2 endroits sécurisés. Je me suis renseigné sur les lois applicables à mes comptes, à mon état, et à ma situation. L'armée m'avait appris à me préparer aux imprévus, alors c'est ce que j'ai fait. Margaret a remarqué la différence, avant même mon père. Tu as été très occupé, a-t-elle remarqué au téléphone, d'une voix légère. Tu ne nous dis presque plus rien, désormais. Je suis concentré, ai-je dit. C'est bien, a-t-elle commenté. Nous devons tous faire notre part. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai mis fin à l'appel, et j'ai consigné ces déclarations dans mon journal. La dernière pièce du puzzle est arrivée de manière inattendue. Un email, provenant d'un agent de crédit, m'a été transféré par erreur. Au lieu d'être envoyé à mon père. De brèves excuses, suivies d'une pièce jointe, une ébauche de demande de prêt. La garantie détaillait des revenus futurs estimés. Les miens. C'est à ce moment-là que j'ai su, que je n'en faisais pas trop. Ce n'était pas un malentendu. C'était une stratégie. Et les stratégies pouvaient être démantelées. Je n'ai pas beaucoup dormi, cette nuit-là. Je suis resté éveillé, à écouter les bruits familiers de la caserne. Les respirations régulières autour de moi, et le bourdonnement des néons. Je me suis souvenu de ma mère, de son côté méticuleux, de la façon dont elle étiquetait tout. Et de sa manière de dire que la préparation était une forme d'amour. J'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. À l'aube, l'angoisse s'était transformée en résolution. Ils avaient interprété mon silence comme un consentement. Ils avaient supposé que ma distance indiquait de la stupidité. Ils avaient tort. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. Je n'ai pas changé de comportement, dans l'immédiat. Cela aurait été trop flagrant. Les gens qui s'arrogent le contrôle paniquent, lorsqu'ils détectent une résistance. Et la panique les rend négligents, mais seulement si on les met d'abord en confiance. Alors, je suis resté poli. J'ai répondu aux appels de Margaret Aye. J'ai répondu aux messages de mon père, lors des appels vidéo. J'ai souri, et discuté de mon travail, sans entrer dans les détails. Je me suis renseigné sur la maison, sur leur santé, et sur d'autres sujets qui me donnaient l'air intéressés, mais je n'obtenais aucune réponse claire. À l'intérieur, je préparais quelque chose de précis. Chaque matin, avant le travail, je passais en revue mes notes, les dates, les heures, les relevés. Et le langage que Margaret utilisait, quand elle pensait être subtile. Mon père s'inclinait,
au lieu d'intervenir. J'ai traité cela de la même manière que l'on m'avait formé à traiter des renseignements, vérifiés, confirmés et documentés. L'émotion était inutile, ici. L'organisation, elle, ne l'était pas. J'ai ouvert un nouveau compte, dans une banque différente, que ma famille n'avait jamais utilisée. J'ai redirigé mes dépôts. J'ai configuré des alertes, sur chaque compte existant. J'ai gelé mon crédit. Quand les emails de confirmation sont arrivés, je les ai sauvegardés dans un dossier. Sobrement intitulé « Preuve ». J'ai de nouveau contacté l'assistance juridique, cette fois avec des détails concrets, des noms, des documents et des captures d'écran. L'officier ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu terminé, il s'est adossé à sa chaise et a croisé les mains. « Ce n'est pas un malentendu », a-t-il dit calmement. « C'est une tentative d'exploitation financière. » L'entendre prononcer à voix haute a eu un effet sur moi. Cela a dissipé ma toute dernière part de doute. Il ne s'agissait pas d'un conflit familial. C'était considéré comme une faute professionnelle, un délit. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Il les a exposées clairement. Des recours civils, des mesures de précaution, et, si nécessaire, une escalade au pénal. Il a insisté sur la notion de choix et de contrôle. C'est vous qui décidez, jusqu'où cette affaire ira, a-t-il expliqué. Ce soir-là, j'ai recontacté la banque. Pas la ligne générale, mais l'unité des fraudes, qui s'occupait de mon dossier. J'ai posé des questions. J'ai appris les procédures. Je me suis renseigné sur les délais. J'ai découvert quel type de documents étaient jugés importants, et lesquels étaient ignorés. Margaret Hay m'a envoyé un message pendant que j'étais au téléphone. Je prends juste de tes nouvelles. Ton père a été très stressé. Nous nous inquiétons tous pour toi. Je l'ai sauvegardé. L'étape suivante a été la plus difficile. Je devais leur faire croire que ça marchait. J'ai mentionné, l'air de rien, que tout faire toute seule était épuisant. J'ai dit que je me sentais débordé. Margaret a aperçu de l'incertitude dans ma voix, pour la première fois. Elle s'est engouffrée dans la brèche, immédiatement. Tu n'as pas à faire tout ça toute seule, a-t-elle dit doucement. Les familles partagent les fardeaux. Je comprends, ai-je répondu. Je ne sais juste pas par où commencer. Sa voix s'est réchauffée. Ton père peut t'aider. Nous le pouvons tous les deux. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle pensait avoir gagné. Au cours des semaines suivantes, elle a poussé ses pions avec prudence, une suggestion par-ci, un formulaire par-là, et une remarque sur la façon dont tout serait tellement plus simple. Si tout était centralisé. Elle présentait cela comme du soutien, mais les documents racontaient une toute autre histoire. Chaque tentative a été consignée dans mon dossier. Mon père fuyait mon regard, à chaque fois que le sujet était abordé. Il ne l'a jamais arrêté. Son silence est devenu, en soi, une preuve accablante. J'ai commencé à répéter la conversation qui, je le savais, allait inévitablement avoir lieu. Pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan stratégique. Ce que je dirais et ne dirais pas, à quel moment je ferai une pause. Et à quel moment je laisserai le silence faire le travail. J'ai délibérément choisi le cadre, un dîner de famille, en terrain neutre. Avec des témoins suffisamment proches pour avoir de l'importance. Mais pas assez pour transformer cela en pièce de théâtre. Je ne voulais pas d'un spectacle. Je voulais de la clarté. Margaret Hay était ravissante, ce soir-là. Elle était toujours confiante, quand elle se sentait aux commandes. Elle a parlé de ma future stabilité, et d'à quel point elle était fière de « notre fille ». À la moitié du dessert, elle a abordé le sujet. Nous avons réfléchi, a-t-elle dit, en regardant mon père. Il est peut-être temps d'officialiser certaines choses. J'ai posé ma cuillère. Quelle chose, ai-je demandé. Elle a souri. Juste des précautions, au cas où quelque chose arriverait. À qui, ai-je interrogé. Elle a hésité un instant. À chacun d'entre nous. J'ai hoché la tête lentement. J'ai déjà sécurisé mes comptes. Son sourire a vacillé.
Oui, ai-je dit, et j'ai parlé avec ma banque, et avec mon conseiller juridique. La table est devenue silencieuse. Le visage de mon père a perdu ses couleurs. Le regard de Margaret High est devenu plus perçant. Pourquoi ferais-tu une chose pareille, a-t-elle demandé, d'une voix légère, mais crispée. Parce que quelqu'un a tenté d'accéder à mes finances, sans ma permission, ai-je déclaré. D'un ton neutre. Elle a ri doucement. Ça a l'air très dramatique. J'ai répondu, c'est documenté. Silence. Je t'avais prévenu, ai-je continué, en me tournant pour faire face à mon père. J'avais fixé une limite. Il a dégluti. Nous essayons simplement de t'aider. Vous essayez de prendre une décision à ma place, ai-je dit. Il y a une différence. Margaret High s'est adossée à sa chaise, l'air glacial. Tu réagis de manière disproportionnée. Non, ai-je répondu. Je suis préparé. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai accusé personne. Je n'ai proféré aucune menace. Je leur ai simplement fait comprendre que la version silencieuse de moi-même n'était plus là. Après le dîner, Margaret High a tenté de me coincer dans la cuisine. Tu es en train de transformer ça en quelque chose de très laid, a-t-elle dit sèchement. Ça l'était déjà, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant du contraire. Elle m'a regardé avec un air calculateur. Tu penses avoir du pouvoir, ici? Je sais que j'en ai, ai-je répondu. Ce fut la première fois qu'elle a eu l'air effrayée. Parce qu'elle a compris ce que mon père n'avait pas saisi. Je ne bluffais pas, et je n'étais pas sous le coup de l'émotion. J'étais méthodique, et les gens méthodiques ne s'arrêtent pas, une fois qu'ils ont commencé. L'idée de ce dîner venait de Margaret High. Elle l'avait présenté comme un geste de réconciliation, ce qui aurait dû être mon premier indice. Les gens qui vous ont fait du tort, cherchent rarement la paix. À moins d'essayer de regagner du terrain. Elle a suggéré d'inviter la famille élargie, une tante à qui je parlais à peine. Un cousin qui posait constamment des questions indiscrètes, ainsi que quelques amis de la famille. Qui se souvenaient de moi comme d'une enfant silencieuse, et continuaient à me traiter comme telle. Ce sera agréable, a dit Margaret High au téléphone. Une occasion de renouer les liens. Nous sommes tous soumis à beaucoup de stress. Ces derniers temps. Elle utilisait également le mot « stress » comme moyen de pression. J'ai accepté immédiatement. Cela l'a surprise. J'ai pu l'entendre dans le silence précédant sa réponse, pendant qu'elle recalibrait sa stratégie. Bien, a-t-elle répondu. Je vais préparer ton plat préféré. Je ne l'ai pas corrigé. Elle n'a jamais su se rappeler de ce que c'était. La soirée est arrivée, fraîche et vivifiante. Le genre de nuit d'automne qui remplit la maison d'une odeur de légumes rôtis et de cannelle. Margaret High avait soigneusement dressé la table, les bougies étaient parfaitement espacées. Et sa porcelaine fine était disposée, comme sur une scène de théâtre. Elle portait un pull de couleur crème, qui lui donnait un air doux et accessible. Mon père rôdait près de l'évier, essuyant le même verre à plusieurs reprises. Les invités sont arrivés par groupes, les manteaux et les bavardages remplissant le couloir. Des câlins et des compliments ont été échangés. Quelqu'un a mentionné à quel point il était fier que je serve mon pays. Margaret High a saisi cette opportunité. Elle s'en sort très bien, a-t-elle déclaré joyeusement. Nous sommes très reconnaissants. Beaucoup de familles n'ont pas ce niveau de sécurité. C'était reparti. J'ai croisé le regard de mon père. Il a détourné les yeux. Le dîner s'est déroulé lentement. Des histoires, des rires, et le cliquetis de l'argenterie. Margaret High orientait les conversations sans effort. En revenant toujours sur le sens des responsabilités, la planification. Et l'importance de penser à l'avenir. J'attendais. C'est arrivé pendant le dessert. Ma tante a souri, en posant cette question. As-tu l'intention de servir dans l'armée dans un avenir proche? Peut-être, ai-je répondu. J'aime ce que je fais. Margaret High a hoché la tête. Et avec ce genre de revenus, elle aura de nombreuses options.
J'ai posé ma fourchette. Quel genre d'option existe, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Eh bien, tu sais, investir, aider la famille, et s'assurer que tout le monde est à l'abri. La table est devenue silencieuse, pas d'un silence tendu, mais curieux. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai posé une fine enveloppe sur la table, entre nous. Les yeux de Margaret Hayes se sont immédiatement fixés dessus. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Un récapitulatif, ai-je dit. Je me suis récemment engagé dans certaines activités financières. Mon père s'est raidi. Margaret Hayes a ri légèrement. Est-ce vraiment le moment? Je pense que c'est le moment idéal, ai-je répondu. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Je n'ai pas fait glisser de papier sur la table. Je l'ai laissé là, fermé. Son poids était plus lourd que n'importe quel de ses contenus. Ma banque m'a contacté, ai-je continué calmement. Il y a eu de nombreuses tentatives d'accès à mes comptes, des demandes d'informations. Et des ébauches de demandes de prêt, et aucune d'entre elles n'avait été autorisée. La pièce est devenue complètement immobile. Ma tante nous a regardés, incertaine. Quelqu'un s'est éclairci la voix. Margaret Hayes a rapidement répondu. Cela ressemble à une erreur. Les banques font fréquemment des erreurs. Pas de ce genre, ai-je répondu. Pas de façon répétée. Mon père a finalement pris la parole. Nous pourrons discuter de tout cela plus tard. Je suis tout à fait disposé à en discuter maintenant, ai-je dit. Puisque le sujet a déjà été abordé, publiquement. La mâchoire de Margaret Hayes s'est crispée. J'ai ouvert un dossier, ai-je poursuivi, auprès du service des fraudes. Et j'ai fait appel à un conseiller juridique. C'était là, le point de bascule. Le moment où l'atmosphère a changé. La main de Margaret Hayes a tremblé, quand elle a attrapé son verre d'eau. Elle a pris une autre gorgée, son sourire figé. C'est inutile, a-t-elle déclaré. Nous sommes une famille. C'est précisément pour cela que c'est important, ai-je répondu. Personne n'a parlé. Les bougies vacillaient. Je me suis tourné vers mon père. Je t'avais prévenu. J'avais fixé une limite. Elle a été franchie. Il a baissé les yeux vers son assiette. Je n'accuse personne ce soir, ai-je déclaré. Je vous informe simplement qu'une réunion professionnelle est prévue. Dans un avenir proche. Nous y discuterons de la suite des événements. Margaret Hayes s'est adossée à sa chaise, son calme s'effritant juste assez. Pour révéler la calculatrice qui se cachait en dessous. Tu nous menaces. Non, ai-je dit, j'apporte de la clarté. Le reste du dîner est passé comme un flou. Les conversations ont repris, forcées et maladroites. Les gens évitaient mon regard. Quand les invités ont commencé à partir, Margaret Hayes les a serrés fort dans ses bras. Son sourire inébranlable. Quiconque observait la scène, aurait cru que la soirée s'était bien passée. Dès que la dernière voiture s'est éloignée, Margaret Hayes s'est tournée vers moi, et a sifflé. Tu m'as humilié. J'ai dit la vérité, ai-je répondu. Tu as fait ça exprès. Oui. Mon père s'est interposé entre nous, les épaules voûtées. Pouvons-nous simplement nous calmer? Je suis calme, ai-je répondu. Margaret Hayes a ri, d'un rire sec et brutal. C'est bien ça le problème. Tu penses avoir gagné quelque chose? Je pense que tu as compris, maintenant, lui ai-je dit. Et c'est suffisant pour ce soir. Elle a fixé l'enveloppe, qui reposait toujours sur la table. Qu'y a-t-il à l'intérieur? J'ai répondu, tu le verras lors de la réunion. Elle a ouvert la bouche pour protester, avant de la refermer. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air incertaine. Cette nuit-là, j'ai passé ma meilleure nuit de sommeil depuis des mois. Car voici le secret avec les moyens de pression. Une fois qu'ils sont exposés, ils cessent de fonctionner. Margaret Hayes le savait. La réunion était programmée à 10h30, un mercredi. Pas à la maison, pas dans un café. Un terrain neutre, un bureau aux cloisons de verre, décoré d'œuvres d'art sans âme.
Le genre d'endroit conçu pour empêcher les émotions de tacher les meubles. Je l'avais choisi délibérément. Les émotions floutent les limites. Le papier les rend tranchantes. Mon père est arrivé le premier. Il paraissait plus vieux qu'une semaine auparavant. Ses épaules étaient affaissées. Sa cravate était nouée trop serrée, comme s'il l'avait tirée de la sorte. Pour se rappeler qu'il contrôlait encore quelque chose. Il m'a fait un signe de tête quand je suis entré, le geste raide et incertain. Margaret Hay est arrivée avec presque 5 minutes de retard. Elle portait un blazer sombre, et des talons qui claquaient sèchement sur le sol à chaque pas. Annonçant sa présence comme si elle croyait encore que c'était une scène qu'elle pouvait dominer. Elle a souri à la réceptionniste, aux certificats encadrés sur le mur, et à tout le monde. Sauf à moi. Nous nous sommes assis. La médiatrice s'est présentée, puis l'avocate que j'avais engagée. Silencieuse, précise, une femme qui ne parlait que lorsque cela était nécessaire. J'ai remarqué que Margaret Hay regardait ses mains, plutôt que son visage. Cela m'a appris quelque chose. Commençons, a dit la médiatrice. Je n'ai pas parlé la première. C'est Margaret Hay qui l'a fait. Tout cela est très dramatique, a-t-elle dit d'un ton léger. Nous sommes ici à cause d'un malentendu. Mon avocate a fait glisser un dossier, à travers la table. C'est documenté, a-t-elle dit. Le sourire de Margaret Hay s'est crispé. La médiatrice s'est éclairci la voix. Nous devrions peut-être commencer par les faits. C'est donc ce que nous avons fait. Chronologie, date, tentative d'accès, demande non autorisée, ébauche de demande de prêt. La note manuscrite. La garantie qui mentionnait mes futurs revenus estimés. Les miens. Chaque élément a été présenté calmement, méthodiquement. Aucune accusation, aucun ton de voix élevé, juste des faits. Mon père fixait un point droit devant lui, la mâchoire serrée. Margaret Hay s'agitait sur sa chaise, croisant et décroisant les jambes. Cela ne prouve aucune intention, a-t-elle affirmé. Les gens prévoient, les familles s'organisent. Avec l'argent des autres, a demandé mon avocate. Silence. La médiatrice s'est tournée vers moi. Quel dénouement recherchez-vous? J'ai pris une grande inspiration. J'avais répété ce moment. Pas les mots, mais l'aplomb. Premièrement, ai-je dit? Une reconnaissance officielle du fait que mes finances n'appartiennent qu'à moi. Aucun accès partagé. Aucune demande de renseignement, et aucune planification future, sans mon consentement écrit. Margaret Hay a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Deuxièmement, ai-je poursuivi, une déclaration signée. Confirmant que toute tentative antérieure d'accès, ou d'utilisation de mes comptes, n'était pas autorisée. Mon père a tressailli. Troisièmement, ai-je conclu, un engagement certifiant que mon nom, mes revenus, et mes gains futurs estimés, ne seront plus jamais utilisés dans de quelconques discussions, demandes, ou représentations financières, à l'avenir. Margaret Hay s'est penchée en avant. Et si nous refusons d'accepter? J'ai soutenu son regard. Alors le dossier de fraude suivra son cours. La pièce est devenue très silencieuse. Mon père a fini par parler. Tu nous ferais ça? Je l'ai regardé. Je l'ai déjà fait, pour me protéger. Il s'est frotté le visage des deux mains. Nous essayons juste de faciliter les choses. Pour qui, ai-je demandé? Il n'a pas répondu. La médiatrice est intervenue doucement. Il existe des alternatives à l'escalade judiciaire, un accord, des limites claires. C'est exactement ce que je propose, ai-je dit. Margaret Hay a ri doucement. Tu te régales. Non, ai-je répondu. J'y mets un terme. Elle s'est tournée vers mon père. Tu vas la laisser faire ça? Il a hésité. Cette hésitation, cet espace où il aurait dû me défendre des années auparavant, était toute la confirmation dont j'avais besoin. Mon avocate a posé un autre document sur la table. Ceci détaille les termes de l'accord, a-t-elle expliqué. S'il est signé, aucune autre mesure ne sera prise.
Margaret a parcouru rapidement la page des yeux, son visage changeant à mesure qu'elle lisait. Cela nous limite, a-t-elle dit d'un ton sec. Cela me protège, ai-je répondu. Et qu'en est-il de la famille, a-t-elle exigé. La famille n'a pas besoin d'avoir accès à mes comptes, ai-je dit. Elle a regardé mon père, à nouveau. Dit quelque chose. Il a dégluti. Margaret, nous devrions peut-être simplement signer. Sa tête a pivoté brusquement vers lui. Après tout ce que j'ai fait pour toi. La médiatrice a levé une main. Restons constructifs. Margaret s'est rejetée en arrière, son sang-froid se fissurant. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Mon père a fixé la table. Je choisis d'empêcher que la situation n'empire. Elle a ri, un rire mince, amer, et acéré. C'est toujours pareil avec toi. Tu bats en retraite. Je les ai regardés, détachés. Comme si j'observais un schéma qui devenait enfin visible de l'extérieur. Je ne te demande pas de choisir un camp, ai-je dit. Je trace une ligne. La médiatrice a fait glisser le stylo sur la table. Margaret n'a pas tendu la main pour le prendre. Mon père l'a fait. Attendez, a-t-elle dit. Si nous signons cela, que se passe-t-il? L'affaire s'arrête ici, a répondu mon avocate. À condition qu'il n'y ait aucune autre violation. Les doigts de Margaret se sont recroquevillés au creux de sa paume. Et si nous ne le faisons pas? Alors les documents seront transmis aux autorités, ai-je dit. Elle m'a dévisagé. Vraiment? Elle m'a regardé pour la première fois, sans faire de calcul. Tu te crois si discipliné, a-t-elle dit doucement. Si contrôlé. Je le suis, ai-je répondu. C'est pour ça que ça marche. Elle a détourné les yeux, la mâchoire serrée. Mon père a signé le premier. Le bruit du stylo sur le papier était plus fort que ce à quoi je m'attendais. Margaret a fixé le document pendant un long moment, puis elle a arraché le stylo. Et a signé d'un trait sec, et colérique. La médiatrice a rassemblé les papiers. Merci, a-t-elle dit. Nous allons finaliser tout cela. Pendant que nous nous levions, mon père s'est attardé. Pouvons-nous parler, m'a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. Pas aujourd'hui. Margaret est passée devant nous sans un mot, ses talons résonnant dans le couloir. Chaque pas alourdi par quelque chose qui ressemblait à de la défaite. Dehors, l'air était frais et dégagé. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Pas exactement du soulagement, mais un sentiment d'achèvement. Je n'avais pas gagné. J'avais conclu cette affaire. Et parfois, c'était encore mieux. Le silence, par la suite, m'était inconnu. Pas ce genre de silence gênant, qui suit les disputes. Ou ce calme fragile qui s'installe dans une pièce, quand quelqu'un refuse de s'excuser. Celui-ci était différent. Il était propre, inoccupé, comme un espace qui avait enfin été débarrassé de meubles. Que vous n'aviez jamais choisi en premier lieu. Je suis retourné à la base 3 jours plus tard. Le trajet a été long, s'étirant sur des autoroutes plates, et à travers le brouillard matinal. J'ai laissé la radio éteinte. Je voulais entendre mes propres pensées, pour tester comment elles résonnaient. Maintenant que je n'étais plus constamment en train de me défendre, à l'intérieur de ma tête. Elles étaient plus apaisées. Mon père m'a envoyé un court message cette semaine-là, juste quelques mots. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu, et non pas par colère. La colère aurait nécessité une énergie que je ne voulais plus gaspiller. Mais parce que le message était incomplet. L'espoir sans la responsabilité, n'était qu'une autre forme de fuite. J'avais passé des années à combler ces lacunes à sa place. J'en avais fini avec tout ça. Margaret n'a pas du tout cherché à me contacter. J'ai appris plus tard. Par un membre de la famille qui pensait encore qu'il était utile de me tenir au courant. Qu'elle racontait aux gens que j'étais devenue froide, que l'armée m'avait changé. Et que j'avais transformé l'argent en quelque chose de très laid. Je l'ai laissé raconter son histoire.
Les gens comme Margaret Hay ont besoin de récits. Ils ont besoin d'être lésés, incompris, et diminués par des forces indépendantes de leur volonté. Je n'avais pas besoin de la corriger. Tous ceux qui comptaient, avaient déjà vu ce qu'il y avait à voir. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point la maison ne me manquait pas. Je m'étais attendu à ressentir du chagrin, de la nostalgie, et un sentiment de perte. Pour l'endroit où j'avais grandi. Mais quand j'y ai réfléchi, la maison qui me manquait n'existait plus depuis bien longtemps. Plus depuis la mort de ma mère. Tout ce qui avait suivi, n'était qu'une version éditée, par quelqu'un d'autre. Lors de mon premier week-end de libre, je me suis rendu en voiture au cimetière. C'était calme, l'herbe était soigneusement tondue. Et les pierres tombales accrochaient la lumière de l'après-midi. Je n'avais rien apporté avec moi. Pas de fleurs, pas de discours préparé. Je n'en avais pas besoin. Je me suis tenu devant la tombe de ma mère, et je lui ai dit la vérité. J'ai géré la situation, ai-je dit doucement. Je ne les ai pas laissés prendre ce qui n'était pas à eux. J'ai repensé à la jeune fille que j'étais, au moment de sa mort. À quel point j'avais désespérément essayé de maintenir les choses en place. À quel point j'avais été prête à m'effacer, pour laisser de la place au confort des autres. J'aurais aimé pouvoir lui dire que ce n'était pas de la faiblesse, juste de la jeunesse. Juste de l'amour mal dirigé. J'ai appris à dire non, ai-je déclaré, et à le penser vraiment. Le vent s'est engouffré dans les arbres, doux et régulier. Pour la première fois depuis des années. Je n'avais plus l'impression d'attendre la permission de respirer. La vie a trouvé un nouveau rythme, après cela. Mes finances sont restées exactement là où elles devaient être. Mon nom est resté en dehors de tout ce qui ne m'appartenait pas. Le dossier de fraude a été clos, marqué comme résolu. Le dossier intitulé Preuve est parti aux archives, intact, mais disponible. Non pas comme une menace, mais simplement comme un rappel. Mon père a fait une dernière tentative, 5 mois plus tard. Un message vocal, cette fois. Il avait l'air épuisé. Plus vieux. J'aurais dû te protéger, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Je l'ai écouté 3 fois. Puis, je l'ai archivé. Les excuses ne reconstruisent pas la confiance. Elles reconnaissent les dégâts, une fois qu'ils ont été faits. Je n'étais pas assez cruel pour lui refuser l'occasion de réfléchir. Mais je n'étais pas obligé de reprendre une relation. Simplement parce qu'il comprenait enfin le prix de son silence. Certaines leçons arrivent tardivement. Cela ne faisait pas d'elle, ma responsabilité. L'armée m'a donné un cadre. Ma mère m'a donné des valeurs. Et cette expérience, indésirable, épuisante, mais nécessaire, m'a donné quelque chose de totalement différent. Des limites, non pas des murs, ni des punitions, mais simplement des lignes claires. Tracées avec intention. Je ne suis pas reparti avec un sentiment de satisfaction. Il n'y a pas eu de tour d'honneur, ni de sentiment triomphal ou dramatique. Ce que j'y ai gagné, était bien plus silencieux que cela. J'ai repris possession de ma vie. J'ai acquis la certitude, que le respect ne nécessitait aucune permission. Et qu'être quelqu'un de difficile n'était parfois qu'une autre façon de dire. Que l'on refusait d'être utilisé. Mais surtout, j'ai appris que la famille ne se définissait pas par le droit d'accès. Elle se définissait par l'attention, et le soin que l'on porte à l'autre.